Le XVIe siècle, c'est un siècle de grandes découvertes géographiques, techniques, scientifiques, qui bouleversent tous les domaines de la connaissance, la cartographie, l'astronomie, les arts, la médecine, la botanique, etc. Tout ce contexte explique les grands débats religieux de l'époque. Il révèle un grand bouleversement des idées. On va voir que notre abbaye de Thélème est au cœur de toutes ces questions. Les penseurs humanistes de l'époque sont à la fois érudits et croyants. Pour eux, tout est lié. Comprendre le monde, c'est dévoiler la création, accéder à la volonté divine, entrer en accord avec son harmonie cachée. Et en effet, téléma, dans la Bible, désigne la volonté de Dieu qui se réalise chez l'homme. Maintenant, on comprend mieux comment Rabelais peut imaginer cette abbaye de Thélème où chacun a une liberté absolue. Fais ce que tu voudras. Cette liberté exceptionnelle repose en fait sur des principes plus profonds qui la rendent possible. Comment Rabelais utilise-t-il cette abbaye de Thélème pour penser la liberté en humaniste ? Pour vous aider à suivre la construction de mon raisonnement, je vais annoncer le plan au fur et à mesure. Mais quand vous aurez besoin de le récapituler, vous pourrez trouver le texte de la vidéo au format PDF sur mon site dans l'onglet Documents. Ce qui ressort d'abord, c'est que la liberté dans l'abbaye de Thélème n'a pas de limite. Elle remplace toutes les règles et constitue même la devise de l'abbaye. Fais ce que tu voudras. Le débat est déjà très important à l'époque. Par exemple, saint Augustin écrit de son côté « Dilige et quod vis fac », c'est-à-dire « aime et fais ce que tu veux ». C'est déjà une liberté exceptionnelle. À partir du moment où l'on aime, c'est-à-dire dans la tête de saint Augustin, à partir du moment où on suit les saintes écritures, on ne peut faire que le bien. Mais Rabelais semble aller encore plus loin, puisque lui, il enlève la condition d'illiger. Dans l'abbaye de Thélème, toutes les règles sont remplacées par ce qu'il appelle le libre arbitre. Écoutez. Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un grand débat philosophique et théologique à l'époque. D'un côté, notamment pour les protestants, l'homme est prédestiné, c'est-à-dire voué à l'avance au paradis ou à l'enfer. L'Église catholique, au contraire, elle parle de libre arbitre. Dieu laisse la responsabilité aux hommes d'agir moralement ou non. Mais par contre, les âmes seront évaluées lors du jugement dernier. Chez Rabelais, on va justement retrouver ce libre arbitre, mais c'est surtout une confiance accordée à l'être humain. Ce n'est pas la crainte du paradis ou de l'enfer qui guide ces télémites. Un aiguillon, qu'ils appellent honneur, les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Et donc, pour favoriser cette vertu ultime, l'honneur, Rabelais va proposer de construire l'abbaye de Thélème sur des principes qui sont à l'opposé des monastères de son époque. Frère Jean des Entomures prie à Gargantua d'instituer son ordre au rebours de tous les autres. D'abord, dans les monastères traditionnels, les moines font 3 vœux, chasteté, pauvreté, obéissance. Mais dans l'abbaye de Thélème, si le libre arbitre les affranchit du devoir d'obéissance, il n'y a pas de raison pour que les 2 autres soient conservés. On institua cette règle que, là, on pourrait en tout bien, tout honneur, être marié, que tout le monde pourrait être riche et vivre en liberté. Ce qui représente le mieux la contrainte dans les monastères, c'est l'organisation du temps. On décréta qu'il n'y aurait là ni horloge ni cadran, mais que toutes les occupations seraient distribuées au gré des circonstances. On comprend mieux maintenant pourquoi Rabelais en veut tant aux cloches des églises, au point d'imaginer l'épisode de la jument de Gargantua qui dérobe les cloches de Notre-Dame. Enfin, ce qui matérialise ces limites temporelles, ce sont les murs. On va donc imaginer une abbaye sans murs. On l'a bâtie en hexagone pour les structures, de telle sorte qu'à chaque angle s'élevait une grosse tour ronde mesurant 60 pas de diamètre. Et c'est là qu'on découvre toute la subtilité du schéma. L'absence de murs n'empêche pas une structure cachée. Derrière cette grande liberté se trouve tout de même un ordre implicite. En réalité, on comprend rapidement que la liberté totale que Rabelais donne à ses télémites
dépend d'une sélection préalable. C'est le sens de l'inscription qui se trouve sur le portail de l'abbaye. Je vous en donne ici une synthèse seulement. Si n'entrez pas, hypocrite cagots, ni vous trompeurs, usuriers et idiots. Si n'entrez pas, avares, esprits chagrins, ni vous censeurs, scribes et pharisiens. Mais entrez donc ici, soyez les bienvenus, vous, nobles chevaliers, et vous, grands ou menus, compagnons aux joyeux visages, et vous, dames aux heureux présages. Honneur et bon temps sont ici constants, la bonne parole que chacun cajole et porte en son sein en font un lieu saint. Pas d'hypocrite ni de trompeur. Pas de vœux d'obéissance, mais les télémites respectent leurs propres paroles, c'est-à-dire les règles qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Pas d'usurier ni d'avare. Pas de vœux de pauvreté, on verra que l'abbaye de Thélème est même assez luxueuse, mais les télémites ne cherchent pas à accumuler des richesses. Et les dames d'heureux présages évoquent certainement l'idée que les télémites peuvent avoir des enfants, donc a priori pas de chasteté. Mais on comprend plus loin que le mariage coïncide avec la sortie de l'abbaye. Quand le temps était venu que l'un des télémites voulut sortir de l'abbaye, il emmenait avec lui une des dames, et ils étaient mariés ensemble. Et s'ils avaient bien vécu à Thélème en affectueuse amitié, ils cultivaient encore mieux cette vertu dans le mariage. Cette mixité dans un établissement religieux, c'est une idée révolutionnaire au XVIe siècle. Mais Rabelais reste imprégné par des normes culturelles de son époque, qui distribuent des rôles différents aux hommes et aux femmes. Jamais on ne vit des chevaliers si preux, si habiles à pied comme à cheval, et maniant si bien toutes les armes. Jamais on ne vit des dames si élégantes, plus habiles à tirer l'aiguille et à s'adonner à toute activité convenant à une femme noble et libre. On peut déjà faire une première nuance. Tous ces personnages, hommes et femmes, sont nobles. Ils ont donc des domestiques qui font la cuisine et les travaux d'entretien. Deuxième précision, Rabelais insiste sur les activités collectives. Dans cette abbaye de Thélème, les femmes sont encouragées à se joindre aux activités des hommes, et inversement. Grâce à cette liberté, ils rivalisaient d'efforts pour faire ensemble ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. Si on disait « jouons », tous jouaient. Si on disait « allons nous ébattre au champ », tous y allaient. Enfin, un facteur clé permet d'expliquer une telle liberté. Tous les résidents de Thélème ont une éducation exceptionnelle. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y en avait aucun qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues et s'en servir pour composer en vers aussi bien qu'en prose. La lecture, l'écriture, mais aussi les arts, ce sont les bases d'une éducation humaniste car elles permettent d'appréhender tous les autres savoirs. Voilà pourquoi il précise que l'abbaye de Thélème possède plusieurs bibliothèques dans plusieurs langues. Depuis la tour arctique jusqu'à la tour glaciale, régnaient les grandes bibliothèques de grec, latin, hébreu, français, italien et espagnol, réparties sur les différents étages selon les langues. Pour les penseurs humanistes du XVIe siècle, connaître le monde, c'est en quelque sorte accéder à la volonté de Dieu. Cela éduque nos propres décisions. Voilà pourquoi une instruction bien faite nous affranchit des règles, nous rend libres. Rétrospectivement, cela explique bien l'éducation que Ponocrate donne à Gargantua. La connaissance et la technique restent au service d'une élévation de l'âme. C'est le sens du célèbre aphorisme de Pantagruel. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette grande liberté permet surtout d'atteindre un idéal, et l'abbaye de Thélème apparaît comme une sorte de grande allégorie du potentiel qui serait libéré par l'éducation humaniste. D'abord, l'abbaye elle-même ressemble à une encyclopédie, où on retrouve toute la faune et la flore. Du côté de la tour glaciale, le verger planté de toute espèce d'arbres fruitiers sont disposés en quinconce. Au bout s'étendait le grand parc, foisonnant de toutes sortes de bêtes sauvages. Les animaux sont sauvages, mais les arbres disposés en quinconce prouvent que cette nature est aussi organisée par la main de l'homme. Un peu plus loin, les métiers et les savoir-faire de l'époque sont bien représentés. Il y avait, près du bois de Thélème, un grand corps de bâtiments, dans lequel demeuraient les orfèvres, les lapidaires, les brodeurs, les tapissiers et les hôtelissiers. Chacun y œuvrait à son métier. À l'époque de Rabelais, l'artisanat, l'art et les sciences constituaient un ensemble de techniques très liées les unes aux autres. D'un point de vue architectural, les proportions mêmes de l'abbaye montrent bien qu'on entre dans le domaine de l'imaginaire. Celui-ci était 100 fois plus magnifique que Bonnivet, Chambord ou Chantilly.
car il comptait 9332 appartements, chacun comportant cabinet, garde-robe, oratoire et vestibule donnant sur une grande salle. Rabelais compare son abbaye aux différents châteaux les plus renommés de son époque, comme le château de Chambord avec son fameux escalier à double vis, conçu par Léonard de Vinci lui-même. De même, l'abbaye de Thélème aura son escalier à vis monumental. Il y avait au centre une merveilleuse vis où l'on entrait depuis l'extérieur du logis par un arceau large de 6 toises. Ces dimensions avaient été harmonieusement calculées. L'art antique est aussi présent au centre même de la structure. Au milieu de la cour intérieure, il y avait une magnifique fontaine de bel albâtre. Au-dessus, les 3 grâces portant des cornes d'abondance rejetaient l'eau par les mamelles. Les 3 grâces, c'est-à-dire Euphrosine, l'allégresse, Thalie, l'abondance et Aglaé, la splendeur. Ces allégories, au cœur du bâtiment, font de Thélème un symbole des plus grandes aspirations de l'humanité. L'abbaye de Thélème peut donc enfin être interprétée comme un grand jeu littéraire. L'écrivain n'est limité que par son imagination. Frère Jean lui-même incarne cette liberté exceptionnelle. Comment pourrais-je gouverner autrui alors que je ne saurais me gouverner moi-même ? S'il vous semble que je puisse vous rendre quelques services, permettez-moi de fonder une abbaye à mon idée. En ce début de XVIe siècle, Rabelais a été marqué, comme ses contemporains, par l'Utopia de Thomas More, qui décrit une cité idéale, n'hésitant pas à remettre en cause les lois de son époque. Utopie, c'est-à-dire étymologiquement qui ne se trouve en aucun lieu. C'est Rabelais qui importe ce mot dans la langue française, au début de son Pantagruel. Gargantua, en son âge de 484 ans, engendra son fils Pantagruel de sa femme, nommée Babedec, fille du roi des Amorotes, en Utopie. Cette liberté des Télémites ressemble à la générosité des gentils géants inventés par Rabelais, une corne d'abondance, une richesse inépuisable, comme la connaissance elle-même. Tout au long du roman, on retrouve cette liberté exubérante, cette abondance, cette générosité, mais sous un visage carnavalesque, celui de géants qui aiment rire, boire et manger. Mais le plaisir dionysiaque et l'humour farcesque cachent en fait un autre plaisir, le plaisir apollinien des arts et de la connaissance. L'éclat de rire révèle des aspirations particulièrement élevées. En lisant ces derniers chapitres, nous atteignons enfin la substantifique moelle dont Rabelais parle dans son prologue, la matière précieuse cachée dans ces petites boîtes des apothicaires à l'apparence grotesque.